Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Et maintenant, le podcast qui nous invite à regarder ce que nous avons en main pour préparer nos lendemains. Je suis Patrice Marcadet. En ce mois d'avril 2022, nous sommes confrontés à un événement inattendu, la guerre d'Ukraine. Face à ce déferlement de violence au cœur de l'Europe, nous nous sentons très démunis. Pour nous rassurer, nous aurions tendance à penser que cela concerne les autres, pas nous. Nous n'avons rien en main, croyons-nous. Or, cette guerre fait irruption dans nos vies. Les images et les sons de Mariupol réveillent des douleurs enfouies, des traces, comme dirait Boris Cyrulnik, au micro d'Augustin Trapenard sur France Inter le 18 avril. Quand j'entends les bruits de bombes, quand je vois les images d'Exode, quand ça réveille, comme si ça venait d'arriver, des traces du passé. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre d'Ukraine, j'aurais peut-être fini ma vie sans réveiller ces traces. Donc les traces, c'est pas les souvenirs, c'est pas la même chose. Pour notre part, nous avons commencé à nous mettre à l'écoute du récit de ces traces laissées dans les têtes et les cœurs. Vous avez pu écouter Annick Beignet-Péan, qui vous a partagé ses frayeurs de petite Parisienne sous les bombardements. La semaine prochaine, Hélène Trocmé-Fabre nous confiera combien l'expérience de l'enfermement, la douleur de l'arrachement sont des traces de la guerre persistante. Maintenant, je vous invite à écouter Nanou Chollet-Rigolage, qui, aujourd'hui encore, est hanté par les images de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants errant sur les routes de l'Exode et qui faisait irruption dans son quotidien de petite Vendéenne. Non, la guerre n'est pas finie, Kiev est à nos portes. Parce que, la guerre d'Espagne, c'est 36, 38, 39, quoi. C'est toute cette période-là. Et à ce moment-là, moi j'avais, tu vois, 32, 38, ça fait 6 ans, à peu près. Et je me souviens très bien de nuits où j'entendais du bruit à la maison. Je descendais de ma chambre et je voyais dans la cuisine beaucoup de gens, la plupart en larmes, avec des enfants qui pleuraient, avec des enfants qui criaient, beaucoup de femmes qui pleuraient aussi d'ailleurs, et ma mère servant du lait. Il y avait sur la cuisinière des grands pots de lait, et à la louche, elle servait du lait à tous ces gens-là qui arrivaient à pied d'Espagne. Tu étais où Alors j'étais dans un village de campagne qui s'appelle Bournezeau, en Vendée, qui est sur la route La Roche-sur-Yon, Luçon-La Rochelle, quoi. Voilà, c'était la route directe. Donc ces gens avaient échappé au camp du sud de la France et remontaient à pied jusque sur la côte vendéenne, Et ça, c'est mon premier souvenir de guerre. Ce souvenir de vacances sur la place de la Tranche avec un avion qui passe en rase-motte et mon père qui dit « La guerre est déclarée » ou c'est tout de suite ou demain. Alors donc, on est rentré de vacances à la maison. Et puis on n'a pas continué. Et le lendemain, c'était la déclaration de guerre. Et voilà. Et là, c'était la sidération à la maison. C'était la sidération. Mon père était gendarme à cette époque, donc il était militaire, quoi. Donc ça impliquait beaucoup de choses. Et puis, ça s'est calmé, l'angoisse. J'étais dans un milieu quand même privilégié parce que j'étais à la campagne, j'avais les 2 parents à la maison, je n'étais pas près d'une ville avec un aéroport, avec des usines, donc moins sujet, c'était un petit coin moins sujet aux bombardements.
J'avais un père qui était un roc, alors ça a dû me sécuriser. Et puis, bon, j'en dirais pas autant de ma mère, mais elle était beaucoup plus fragile et beaucoup plus triste. Mais lui, il a jamais baissé les bras. Alors, il a eu la chance aussi de ne pas être envoyé au front parce qu'il avait 3 enfants. Donc il est resté. Il est resté à la maison. Ça, c'est sans doute un fait qui a déterminé ma perception de la guerre, tu vois, parce que j'avais comment dire, j'avais quelqu'un qui me sauvait, quoi, qui était là, qui était sécurisant, qui était solide, qui faisait face et qui, bon, c'était... Comment mieux parler de la main tenue? Oui, tu étais protégé d'une certaine façon. J'étais protégée, oui, absolument. Et alors, quand tu vois les images de l'Ukraine, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, ces gens effarés, ces gens, comment dire, désemparés, oui, c'est exactement ça. Ça coïncide exactement avec ce que je voyais des gens qui arrivaient et d'Espagne et de l'Est. Et ceux-là, ils étaient très abîmés. Encore plus que, dans mon souvenir du moins, encore plus que les Espagnols, tu vois. Et ils arrivaient avec en charrette à cheval, en vélo, les voitures, il n'y en avait pas, l'automobile avait été mise au garage, les roues enlevées pour que les Allemands ne puissent pas les récupérer. Alors donc elles étaient camouflées, donc les gens étaient arrivés à pied, à cheval, avec leur charrette, je me souviens d'un vieux couple qui poussait une charrette à bras, tu vois, avec tout dedans et matelas qui débordaient par-dessus. Et vraiment, ils étaient pitoyables. Ces 2 personnes étaient pitoyables. J'avais l'impression qu'ils allaient s'écrouler à chaque pas. Ça, c'était très dur à voir. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir eu des contacts avec eux, de leur avoir parlé? Moi, j'étais petite, hein, tu sais. Bon, alors, bonjour, puis il me faisait un peu peur aussi. Il me faisait peur, oui, parce que ils étaient tellement démunis, tellement que je voyais pas ce que je pouvais faire pour eux, tu vois. Et il y avait des enfants ou pas? Il y avait des enfants aussi, mais c'est ce couple qui m'a beaucoup marqué. Parce que là, celui-là, il était vraiment anéanti. On entendait les récits. Et ça me marquait beaucoup. Parce que j'écoutais beaucoup les adultes. Tu vois, j'allais pas jouer dans mon coin. Moi, j'étais toujours en train d'écouter ce qu'ils racontaient. Quand ils revenaient d'un voyage ou de leur expérience sur la route pour venir des Ardennes en Vendée. Tu sais, il y a une trotte à pied, ça fait beaucoup. Et tu dirais que le thème central, c'était quoi? Ce qui ressortait de leur discours? La peur, parce qu'ils étaient bombardés le long de la route par des avions en rase-motte. Et ça, quand ils racontaient ça, et qu'ils racontaient qu'ils avaient perdu des enfants. Alors ça, ils le disaient, il y a beaucoup de gens qui ont perdu un enfant, perdu, mais pas au sens de mort, au sens de perdre, d'égarer, hein, parce qu'ils ne retrouvaient pas dans les foules leurs enfants. Hein. Tu as le souvenir de ça, des parents de gens te qui dire racontaient ça. On a perdu le petit, oui, on l'a... On l'a perdu, oui. Perdu au sens d'égarer. Hein, et sans le retrouver. Hein. Quelle horreur. Et alors, bon, c'était des gens en larmes, bien sûr, des gens culpabilisés, en larmes, et puis impuissants. Comment veux-tu rechercher dans une foule pareille? Quelle horreur. Alors, dès qu'il y a un avion
passait en rase-motte, il fallait se coucher dans les fossés. Et là, les enfants, ils avaient peur, alors ils s'éloignaient. C'était horrible, ça. Le récit, alors je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu des dizaines de fois, ce récit. Et ça m'a... Bon, j'avais peur. Je te jure que je lâchais pas mes parents quand on se déplaçait pour aller quelque part, parce que j'avais bien trop peur qu'ils me perdent aussi. L'importance de la main tenue, encore une fois. Je me souviens quand même des défilés de soldats, le bruit des bottes, tu vois. Ça, j'allais me cacher, moi, parce que j'avais peur. J'avais peur. Quand ils arrivaient dans un village, ils arrivaient nombreux, et puis ils faisaient une démonstration de force, quoi. J'ai ce souvenir-là. Mais c'est vraiment, c'est pas ce qui m'a marqué, tu vois. Ce qui m'a marqué dans la guerre, c'est l'arrivée des réfugiés, et ce sont les privations, les tickets de rationnement, les queues devant les magasins, la nécessité, par exemple, de faire du savon à la maison, hein, de remplacer le café par la chicorée avec des racines de chicorée. Tu vois, c'était vraiment, c'était de l'artisanat quoi, culinaire et de l'artisanat pour produits d'entretien quoi. Les privations de tissu, les privations de laine, il y avait les chaussures à semelle de bois qu'il fallait porter parce que il n'y a plus de chaussures. Les vêtements qu'on n'avait plus, on grandissait, mais on avait un manteau qui était fabriqué dans le par-dessus, le vieux par-dessus du grand-père, tu vois, ou un truc comme ça. C'était laid, c'était triste, et puis on n'aimait pas du tout ça, quoi, bien sûr. Bon, je sais qu'on a accueilli deux personnes à la maison et qu'on cachait parce que il y avait un petit Tchécoslovaque qui avait peut-être 18 ans, tu vois, j'étais plus petite. Je regardais ce gars jeune et qui avait déjà fait la guerre. Alors j'étais très admirative, tu vois, parce que on le cachait à la maison, et, tu vois, il devait être arrêté, recherché, je ne sais pas pourquoi, mais... Mais vous n'habitiez pas dans la caserne? Si, mais mon père l'a caché quand même. Enfin bon, ces deux-là, je sais qu'ils s'en sont tirés. Bel exemple de main tendue. J'avais l'impression d'un roc avec mon père et j'avais l'impression de voir ma mère s'écrouler et être dépassée. Et bon, c'est là que je ne sais pas comment elle l'a vécu elle, mais moi j'ai eu l'impression de prendre les choses en main, tu vois. Et main tenant dans nos mains. Comment dire? C'est vrai que ou tu t'écroules, ou tu résistes. Je crois qu'inconsciemment, j'ai choisi de résister et de prendre ce qu'il y avait à prendre de positif et de me débrouiller pour que ça ne nous anéantisse pas. On pouvait surmonter les difficultés. Il n'y avait pas de savon, on en fabriquait. Il n'y avait pas de chocolat, on mangeait, on s'arrangeait pour manger autre chose, quoi. C'est-à-dire que c'était pas dans la plainte, dans mon souvenir à moi. C'était dans la résistance. On résistait et on s'accommodait de ce qui se passait, mais on trouvait le moyen de parer au manque. Oui, c'est d'une certaine façon, ça donnait confiance en la vie. Oui. Puis c'était une résilience. Oui. Oui. Oui, on s'en sort. Si tu veux, je résumerai, on s'en sortira.
quoi. Voilà. Et on fera face. Ainsi prend fin notre deuxième épisode et maintenant la guerre. Merci à Nanou Cholet-Rigolage d'avoir accepté de partager avec nous les traces qu'a laissées en elle la guerre. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un troisième témoignage, celui de Hélène Trocmé-Fabre. Bonne semaine à tous. Et maintenant, je vous invite à liker, à vous abonner à ce podcast, pour autant que cette invitation à partager sur notre avenir commun vous semble mériter d'être soutenue.
c'est vrai que ou tu t'écroules, ou tu résistes. Je crois qu'inconsciemment, j'ai choisi de résister et de prendre ce qu'il y avait à prendre de positif et de me débrouiller pour que ce soit pas, ça ne nous anéantisse pas. Hein.